Supergirl ne va pas autant énerver que Superman, mais ça veut pas dire que c'est bien pour autant. Je vous explique pourquoi. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler de Supergirl, le film sur la cousine de Superman et un des blockbusters que j'attendais le plus cette année. Une des raisons, c'est que les films de super-héroïnes à gros budget, ça court toujours pas les rues. Alors oui, il y a eu Wonder Woman en 2017 qui a brisé le plafond de verre à Hollywood et qui a été suivi par Captain Marvel, Birds of Prey, Black Widow, Dark Phoenix à la rigueur et bah voilà, on a fait le tour grosso modo. Je laisse de côté Black Panther 2 parce que, certes, Shuri a repris le costume, mais c'est pas comme si c'était dans les plans de départ de confier les clés de la franchise à Letitia Wright. C'était la conséquence du décès de Chadwick Boseman, donc ça compte pas. Avec Supergirl, il y avait donc un espoir que quelque chose se remette en marche du côté de l'industrie et des spectateurs, vu que le mouvement a largement ralenti, comme les films de super-héros en règle générale. Comme Wonder Woman, qui a amené la super-héroïne culte de DC pour la première fois sur le grand écran et mettait donc un gros coup de pied dans la fourmilière, Supergirl marque le retour de Kara Zor-El en salle plus de 40 ans après le naufrage du précédent Supergirl avec Helen Slater. Et c'est tout aussi symbolique puisque, pour rappel, l'échec du précédent Supergirl, comme ceux de Catwoman et d'Elektra dans les années 2000, a été utilisé et même instrumentalisé par Ike Perlmutter, l'ancien boss de Marvel, pour justifier de ne pas faire de film sur les super-héroïnes, parce que ce serait trop risqué et que le public les bouderait parce que, les femmes. D'où le fait qu'il a fallu attendre autant de temps pour que Wonder Woman voie le jour, avec un budget de blockbuster et même une réalisatrice à la tête du projet. L'autre raison pour laquelle j'avais hâte de découvrir ce nouveau film, c'est tout simplement parce que je suis curieuse de voir comment évolue le DCU, le nouvel univers étendu de DC et Warner, qui remplace le DCEU avec Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck et compagnie. La sortie de Supergirl est d'autant plus importante parce que ça introduit officiellement le personnage après son teasing à la fin de Superman, mais aussi parce que c'est le deuxième film de l'univers et qu'on se souvient bien que le DCEU, qu'on appelait aussi le Snyderverse à ses débuts, a commencé à vaciller dès son deuxième titre, Batman vs Superman, l'aube de la justice. Donc, on peut dire que Supergirl sera un crash test pour la viabilité du DCU. Surtout que le premier film Superman, c'était un peu une victoire en demi-teinte, voire un faux succès, puisqu'il a coûté très cher, n'a pas non plus surperformé au box-office et a surtout pas mal divisé la critique et le public. Il suffit de jeter un coup d'œil aux commentaires sur la vidéo critique de Superman pour se faire une idée. Personnellement, j'avais vraiment bien aimé cette version écrite et réalisée par James Gunn, en grande partie parce que j'y retrouvais la patte du cinéaste que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'était un blockbuster généreux et lumineux avec de la personnalité et une identité marquée, ce qui pardonnait ses quelques défauts. En même temps, c'était aussi ça la promesse de ce reboot de l'univers. Des projets plus indépendants les uns des autres, avec des tons et des styles différents, comme par exemple pour le Clayface de James Watkins et Mike Flanagan, qui sera apparemment un vrai film d'horreur façon La Mouche. James Mangold, qui est derrière Copland, Logan ou le dernier Indiana Jones, développe lui de son côté une adaptation de Swamp Thing. Et pour Supergirl, DC est allé chercher Greg Gillespie, le réalisateur de Une fiancée pas comme les autres, Moi Tonya, Cruella ou plus récemment Dub Money, donc pas non plus le premier des tâcherons. On a aussi Anna Nogueira au scénario, qui est encore globalement inconnue du grand public, mais à qui James Gunn a confié une partie de l'univers puisqu'elle devra chapeauter aussi le futur film Wonder Woman et peut-être celui sur les Teen Titans. Malheureusement, cette promesse de singularité tombe déjà à l'eau et ce n'est pas ce Supergirl qui rendra justice aux super-héroïnes au cinéma. J'ai trouvé que le film, contrairement à Superman, était un blockbuster générique et fade. Alors, c'est pas une purge à la The Flash ou Thor 4, mais disons que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film ailleurs, et surtout chez James Gunn et ses Gardiens de la Galaxie. J'ai passé une bonne partie de la séance à faire des comparaisons avec la trilogie de Marvel, vu que le film singe les mimiques et les motifs du réalisateur, alors que la source d'inspiration première, c'est le comics Supergirl que je n'ai pas en main. Il est où ? Ah, tu l'as mis dans le décor ? Il est où ? Ah oui, il est là.
C'est le comics Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King et Bilquis Evely, que je vous recommande d'ailleurs bien plus que le film. Cette impression de déjà-vu, je l'ai eue dès le départ avec la scène d'introduction de Kara qui m'a rappelé celle des Gardiens de la Galaxie 3. Il y a aussi le principe de l'héroïne cassée et sarcastique qui a perdu son monde, n'a plus de repères et noie son chagrin et sa solitude dans l'alcool, ce qui m'a évidemment rappelé Star-Lord ou les autres membres de la bande. Le groupe des brigands que poursuit Kara pour sauver Krypto, c'est à peu de choses près les pirates de l'espace de Yondu, avec une direction artistique cuir et métal à la Mad Max, alors que le méchant Crème a une dégaine bien plus humaine et banale dans le comics. On a aussi l'ado rebelle qui se greffe au héros ou à l'héroïne, façon America Chavez dans Doctor Strange 2 ou Cassandra Cain dans Birds of Prey. Sans oublier la mission plus intime où il n'est pas question de sauver le monde, de retrouver un puissant artefact magique qui menace la galaxie ou d'arrêter un méchant surpuissant. Là, le but, c'est de sauver Krypto, qu'elle considère comme sa famille, un peu comme Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Sauf que chez James Gunn, ça fonctionne bien parce qu'il sait créer l'émotion entre deux vannes. Il sait être sérieux et irrévérencieux à la fois. L'introspection de ses personnages est assez poussée pour qu'on ressente assez rapidement de l'empathie pour eux. Mais Supergirl n'arrive pas à atteindre le même équilibre émotionnel, même quand il s'agit de s'apitoyer sur le sort de Krypto, alors qu'honnêtement, je suis la plus grosse fragile de la Terre quand il est question d'animaux. Tu me mets un chien qui couine et j'ai déjà envie de pleurer ou de tuer ceux qui l'ont fait couiner. Mais là, j'ai trouvé l'aspect sentimental plus superficiel, alors qu'il y avait vraiment de quoi faire. Le personnage de Kara est fondamentalement plus dramatique que celui de Clark Kent. On parle d'une adolescente qui a vu sa planète agoniser et son peuple mourir à petit feu sous ses yeux. Elle porte le poids de Krypton sur ses épaules bien plus que Superman, qui est plus humain que kryptonien. Ça, c'est sur le papier. Parce que dans les faits, le film n'approfondit pas tellement tout ça et le met à peine en scène. On ne voit jamais vraiment l'agonie du peuple qui vit reclus sur son bout de planète, ni Kara affronter la mort des siens. Ils ont même fait en sorte qu'elle naisse après la destruction de Krypton, histoire de lui filer moins de traumatisme. Il y avait vraiment moyen, avec les flashbacks, de choper tout le monde à la gorge, comme Gunn l'avait fait avec Rocket et son histoire horrible. Mais le mal-être de Kara est assez dilué, comme sa relation complexe avec son cousin, son rapport à l'héroïsme et ce qu'elle incarne. L'autre point que je trouve bancal, ça concerne aussi Krypton, et surtout ses habitants. Superman a installé l'image d'un peuple moins sympathique qu'il n'y paraît, puisque ses parents biologiques l'ont envoyé sur Terre pour y régner et y refonder la civilisation kryptonienne. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Donc ce sont plus des suprémacistes colonisateurs que de bons samaritains. Ça se retrouve mais juste un petit peu dans Supergirl puisque le père de Kara pense qu'elle sera considérée comme une divinité, mais d'un autre côté, sa mère lui demande d'être bienveillante et Kara elle-même se révèle être une personne altruiste. Bon ok, si Superman est un bon gars, c'est parce qu'il a grandi chez les Kent qui lui ont transmis leurs valeurs. Mais qu'est-ce qui fait que Kara, elle, n'est pas devenue une despote en fait? C'est par humilité, parce qu'elle a vu son peuple mourir et a compris qu'il n'avait rien de supérieur? Ou alors c'est après sa rencontre avec Clark qui l'a fait changer? Peut-être que c'est l'un ou l'autre, mais le film ne l'explore pas et ne creuse pas ce paradoxe, alors que ça aurait pu être super intéressant. Petite digression, mais je me demande aussi pourquoi aucun autre kryptonien n'a essayé de s'enfuir. Bon, dans le comics, c'est plutôt bien expliqué. Mais dans le film, ils ont changé quelques éléments, ce qui rend le tout assez incohérent. Pourquoi Zor-El n'a pas partagé les plans de Jor-El pour faire d'autres navettes avant que ça parte en cacahuète? Et pourquoi il n'a pas prévenu les survivants qu'ils pouvaient s'abonner au site d'écran large pour quelques euros par mois, histoire de faire passer le temps et d'avoir accès à des dossiers exclusifs et même des podcasts? Enfin, même pour Kara, elle aurait trouvé le temps moins long dans sa capsule. Donc bref, je comprends pas s'ils sont ultra avancés ou complètement stupides. Du coup, par effet domino, la caractérisation de Kara est assez contradictoire aussi parce qu'on sent qu'il fallait à tout prix que le film installe l'idée qu'elle est très différente de Superman, moins candide et moins pleine d'espoir. Pour ça, le scénario lui fait franchir une ligne rouge de façon plutôt radicale, mais c'est jamais vraiment un sujet, alors que ça aurait pu ouvrir une nouvelle piste narrative et thématique. Mais non, c'est juste évacué comme si de rien n'était avant qu'elle décide à revenir sur Terre. Mais bon, ça c'est Hollywood qui tente de parler de dépression, c'est toujours comme ça. Ça traite ça comme si c'était une écharde, il suffirait juste de l'enlever pour que tout aille mieux, en quelques jours évidemment. Rien à foutre de ta dépression. Il y a un autre truc que je comprends pas trop, c'est cette sous-intrigue à la Mad Max sur les fiancés, donc des jeunes filles qui sont enlevées à des fins reproductives. Ce qui est un sacré sujet pour un blockbuster tout public. Il y a même un moment où le film va complètement à rebours des attentes, j'en dis pas trop, mais là encore, sur le papier c'est intéressant. Mais visuellement, il y a rien, tout se passe en arrière-plan et ça n'ouvre rien dans le scénario.
C'est une étape comme une autre, et c'est vraiment dommage de pas s'y arrêter plus que ça. En plus, tout ça n'est pas dans le comics, donc on pourrait penser que ça amènerait une réflexion sur la condition et l'exploitation des femmes, ce que ça fait d'être dans l'ombre de Superman, de ne pas être Superwoman, mais Supergirl. Mais non, ça dépasse jamais le stade de la vanne. Bon, et ça encore, mais il y a un truc que je peux pas pardonner, c'est au-dessus de mes forces. Ils ont donc rajouté cette histoire de gamine enlevée qui sert pas à grand chose, mais ils ont enlevé les dinosaures extraterrestres du comics. Dinosaures extraterrestres qui ne sont pas dans le film. Mais pourquoi? On a souvent l'occasion de voir des dinosaures extraterrestres au cinéma. Non. Donc c'est assez cruel de nous en priver là. Bon après en vrai c'est surtout moi que ça énerve, c'est un détail. Mais globalement le film est bien moins spectaculaire et ambitieux que le comics, qui lui pour le coup est un vrai road trip cosmique avec un bestiaire bien plus étendu, dont les dinosaures de l'espace, et surtout des environnements très variés, colorés avec des faunes fantastiques et pas des décors un peu crades, vides et marronasses. Pour un film à 170 millions de dollars de budget, c'est dommage. Donc si en plus on ajoute à ça la réalisation ultra basique qui devient même illisible pendant les scènes de combat qui consiste surtout à se foutre des grosses patates, oui, c'est une déception. Pratiquement tout repose sur le bagou de Millie Alcock. Alors j'ai rien contre l'actrice, je la trouvais même très solide dans House of the Dragon, mais c'est juste pas suffisant. Ah oui, j'ai pas parlé de Lobo. En même temps, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Le personnage est vite fait marrant, mais il sert surtout de Deus Ex Machina. Mais bon, je préfère toujours voir Jason Momoa dans ce rôle plutôt qu'en Aquaman, même si Kara et lui se seraient plutôt bien entendus, rien que pour la picole. Mais qui sait, peut-être que Clayface, qui sortira en octobre prochain, redressera la barre en ramenant de l'originalité dans l'univers. En conclusion, on le répétera jamais assez, si vous le pouvez, allez en salle pour vous faire votre propre avis sur Supergirl. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, et pour rester dans le thème des super-héros, mais avec un bon film cette fois, je vous recommande la vidéo de Mathieu sur Blade. À très bientôt. Stop!